Chapitre 7 Des figures irrégulières. Je postulais dans les pages précédentes, peut-être d'ailleurs aurais-je mieux fait de le poser dès le début en proposition distincte et fondamentale, qu'à Flatland, tous les êtres humains étaient des figures régulières, c'est-à-dire des figures de construction régulières. J'entends par là qu'une femme doit être non seulement une ligne, mais une ligne droite. Qu'un soldat, qu'un artisan doit avoir 2 côtés égaux. Que les commerçants doivent avoir 3 côtés égaux. Que les hommes de loi, catégorie à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, 4 côtés égaux. Et qu'en général, chez un polygone, tous les côtés doivent être égaux. La dimension des côtés dépendra bien entendu de l'âge de l'individu. À la naissance, la femme mesurera environ 1 pouce de long, mais elle pourra atteindre 1 pied à l'âge adulte. Quant au mâle, de n'importe quelle classe, on peut dire en gros que la longueur des côtés d'un adulte, une fois additionnée, serait de 2 pieds ou un peu plus. Mais la dimension de nos côtés n'est pas notre propos. Ce dont je parle, c'est de l'égalité des côtés. Et point n'est besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre qu'à Flatland, toute la vie sociale repose sur un principe fondamental, la volonté de la nature, selon laquelle toutes les figures doivent avoir les côtés égaux. Si nos côtés étaient inégaux, nos angles pourraient l'être aussi. Il ne suffirait plus de toucher ou d'évaluer visuellement un angle unique pour déterminer la forme d'un individu. Il serait nécessaire de toucher tour à tour chacun de ces angles. Mais la vie serait trop brève pour ces tâtonnements monotones. L'art et la science de la connaissance visuelle périraient aussitôt. Le toucher, dans la mesure où il s'apparente à un art, ne survivrait pas non plus. Toute relation sociale deviendrait périlleuse ou impossible. Ce serait la fin de toute confiance, de tout projet. Nul ne saurait sans risque prendre les engagements mondains les plus simples. En un mot, la civilisation sombrerait dans la barbarie. Vais-je trop vite pour que mes lecteurs me suivent jusqu'à ces conclusions évidentes ? Il suffit sûrement d'un instant de réflexion, d'un seul exemple puisé dans la vie quotidienne pour convaincre n'importe qui que notre système social repose tout entier sur la régularité ou l'égalité des angles. Supposons que vous rencontriez dans la rue 2 ou 3 commerçants. Vous les reconnaissez pour tels au premier coup d'œil grâce à leurs angles et à leurs côtés qui s'obscurcissent rapidement. Et vous les invitez à déjeuner chez vous. Vous agissez ainsi sans la moindre arrière-pensée car tout le monde connaît, à 1 ou 2 pouces près, la surface occupée par un triangle adulte. Mais imaginez que votre commerçant traîne derrière son sommet régulier et respectable un parallélogramme qui mesure 12 ou 13 pouces de diagonale. Que ferez-vous de ce monstre coincé sur le seuil de votre demeure ? Cependant, j'insulte à l'intelligence de mes lecteurs en accumulant des détails dont l'évidence s'impose à tous ceux qui ont le bonheur de posséder une résidence à Spaceland. On voit aisément que dans les circonstances aussi malheureuses, il ne suffirait plus de mesurer un seul angle, on passerait sa vie entière à toucher ou à contourner le périmètre de ses connaissances. Déjà, même un carré instruit doit faire appel à toute sa sagacité pour éviter une collision au sein d'une foule, mais si nul ne pouvait calculer la régularité d'une seule figure à l'intérieur d'un groupe, tout serait confusion et chaos. Et le premier mouvement de panique provoquerait des blessures sérieuses ou même, en présence de femmes ou de soldats,
un nombre de décès qui pourrait être considérable. Des considérations de commodité viennent donc s'ajouter au décret de la nature pour imprimer sur la régularité le sceau de leur approbation. Et la loi n'a pas été lente à seconder leur effort. L'irrégularité de figure est un terme qui désigne chez nous quelque chose aussi grave au moins que, chez vous, un mélange de distorsion morale et de criminalité. Nous traitons cette perversion en conséquence. Certes, nous avons nos faiseurs de paradoxes qui nient la nécessité d'une relation entre l'irrégularité géométrique et morale. L'irrégulier, disent-ils, est dès la naissance dépisté par ses propres parents, accablé de sarcasme par ses frères et sœurs, négligé par les domestiques, méprisé et soupçonné par la société. Il se voit interdire toutes les postes responsables, toutes les situations de confiance, toutes les activités utiles. La police surveille de près chacun de ses mouvements jusqu'à ce qu'ils atteignent sa majorité et se présentent à l'inspection. Puis, soit il est détruit si l'on constate qu'il dépasse la marge de déviation admissible, soit il est enfermé dans un bureau gouvernemental en qualité d'employé de 7e classe. Et il se voit contraint d'exercer pendant toute sa morne existence un métier sans intérêt pour un salaire misérable, obligé de vivre jour et nuit au bureau, de se soumettre même pendant ses congés à une surveillance étroite. Comment s'étonner que la nature humaine, fût-elle de l'essence la meilleure et la plus pure, sombre dans l'amertume et la perversion au milieu de ces circonstances. Ce raisonnement, fort plausible, ne parvient pas à me convaincre, pas plus qu'il n'a convaincu les plus sages de nos hommes d'État. Que nos ancêtres ont eu tort de poser en axiome politique l'impossibilité de tolérer l'irrégularité sans mettre en danger la sécurité de l'État. La vie de l'irrégulier est dure, cela ne fait aucun doute. Mais les intérêts du plus grand nombre exigent qu'il en soit ainsi. Que deviendraient les agréments de la vie si l'on devait permettre à un homme affligé d'un devant triangulaire et d'un arrière polygonal de survivre et de propager la postérité encore plus irrégulière? Doit-on modifier les maisons, les portes et les temples de Flatland pour que de tels monstres puissent y accéder librement? Faut-il exiger de nos contrôleurs qu'ils mesurent le périmètre de chaque individu avant de le laisser entrer dans un théâtre ou prendre place dans une salle de conférence? L'irrégulier sera-t-il exempté du service armé? Et sinon, comment l'empêcher de semer la désolation dans les rangs de ses camarades? Et puis, à quelle irrésistible tentation d'imposture frauduleuse serait exposée pareille créature? Combien il leur serait facile d'entrer dans une boutique en présentant d'abord leur avant polygonal et de commander à un commerçant sans méfiance une énorme quantité de marchandises, que les apôtres d'une philanthropie mal comprise plaident autant qu'ils le veulent pour l'abrogation des lois pénales sur les irréguliers. Je n'ai pour ma part jamais connu de personne aussi déformée qui ne fût pas également telle que la nature l'avait de toute évidence destinée à être, l'hypocrite, misanthrope et dans les limites de ses pouvoirs, fauteur de toutes sortes de troubles. Je ne suis pas pour autant disposé à recommander, du moins pour l'instant, l'emploi des mesures extrêmes adoptées par certains États, où le nouveau-né, dont l'angle dévie d'un demi-degré par rapport à la norme, est aussitôt détruit sans autre forme de procès. Parmi nos plus grands personnages, nos génies même, il en est qui se sont trouvés affligés, pendant les premiers jours de leur vie, de déviations allant jusqu'à 45 minutes, ou même au-delà,
et la perte de leur précieuse existence aurait été pour l'État un mal irréparable. En outre, l'art de la médecine a remporté quelques-uns de ses plus beaux triomphes en guérissant, soit partiellement, soit totalement, l'irrégularité par des compressions, des extensions, des trépanations et autres opérations chirurgicales ou esthétiques, optant par conséquent pour une via media. Je ne définirai aucune ligne de démarcation fixe ou absolue. Mais, à l'époque où le corps commence à se charpenter, et si le conseil médical déclare que la guérison est improbable, je suggérerai de mettre un terme aux souffrances du rejeton irrégulier en le faisant passer sans douleur de vie à trépas. Chapitre 8. D'une pratique ancienne, la peinture. Si mes lecteurs m'ont suivi jusqu'ici avec attention, ils ne seront pas surpris d'apprendre que la vie est un peu terne à Flatland. Non pas, bien entendu, que nous manquions de batailles, conspirations, tumultes, factions et autres phénomènes qui sont censés rendre l'histoire intéressante. Et je ne nierai pas non plus que les problèmes de la vie accouplés à ceux des mathématiques, par l'étrange mixture qu'ils forment et qui nous incite continuellement à la conjecture, en nous offrant de surcroît la possibilité d'une vérification immédiate, donnent à notre existence un piquant difficile à comprendre pour vous, habitants de Spaceland. Quand je dis que la vie chez nous est terne, c'est à un point de vue esthétique et artistique que je me place. Oui, sur ce plan-là, notre vie est terne, incontestablement. Comment pourrait-il en être autrement, puisque tout ce que nous voyons, tout ce que nous contemplons, nos paysages, nos grandes toiles historiques, nos portraits, nos fleurs, nos natures mortes, ne sont qu'une seule ligne sans autre particularité que des variations de clarté et d'obscurité. Il n'en a pas toujours été ainsi. S'il faut en croire la tradition, la couleur revêtit naguère, à une époque reculée, et pendant 5 siècles ou davantage, la vie de nos ancêtres de son éclatante splendeur. On raconte qu'un rentier, un Patagone dont le nom a donné lieu à des interprétations diverses, ayant découvert par hasard les éléments constituant des couleurs les plus simples et une méthode rudimentaire de peinture, commença par décorer d'abord sa maison, puis ses esclaves, son père, ses fils, ses petits-fils, et enfin lui-même. Les avantages de cette invention s'imposèrent aussitôt à tous les esprits, tant par la commodité que par la beauté des résultats. Partout où chromatistès, car c'est sous ce nom que le désignent les autorités les plus dignes de foi, présentait son périmètre bigarré, il attirait immédiatement l'attention et suscitait le respect. Nul n'avait besoin de le toucher. Nul ne courait le risque de confondre les parties antérieures et postérieures de sa personne. Ses voisins étaient au fait de tous ses mouvements sans avoir à imposer le moindre effort de calcul. Nul ne le bousculait ou n'omettait de lui céder la place. Il pouvait s'épargner cet épuisement vocal auquel nous sommes souvent astreints, nous, carrés et pentagones sans couleur, pour proclamer notre individualité quand nous nous déplaçons au sein d'une foule d'isocèles ignorants. La mode se répandit, comme une traînée de poudre. Une semaine, au plus tard, tous les carrés et tous les triangles de la région avaient copié l'exemple de chromatistès, et seuls quelques pentagones, parmi les plus conservateurs, résistaient encore. Au bout d'un mois ou deux, les dodécagones eux-mêmes s'étaient laissés contaminer par l'innovation. Une année ne s'était pas écoulée que tout le monde, hormis la haute noblesse, avait contracté cette habitude.
Inutile de dire qu'elle ne tarda pas à s'étendre aux régions voisines, et 2 générations plus tard, nul à Flatland n'était plus incolore, sauf les femmes et les prêtres. Dans ces 2 derniers cas, la nature elle-même semblait ériger une barrière et plaider pour que l'innovation la respectât. La multiplicité des côtés offrait aux innovateurs un prétexte presque indispensable. Les desseins de la nature sont que la distinction des côtés implique la distinction des couleurs. Tel était le sophisme qui, à l'époque, volait de bouche en bouche et convertissait d'un seul coup des villes entières à la nouvelle culture. Mais cet adage ne s'appliquait manifestement ni à nos prêtres ni à nos femmes. Ces dernières n'avaient qu'un côté, et par conséquent, d'un point de vue pluraliste et scientifique, pas de côté du tout. Les premiers, dans la mesure où ils se prétendaient être réellement et véritablement des cercles, et non pas seulement des polygones de classe supérieure, possédant un nombre infiniment grand de côtés, infinitésimalement petits, avaient l'habitude d'affirmer avec fierté, au contraire des femmes qui le confessaient en le déplorant, que non plus ne possédaient pas de côté. La nature leur ayant fait don d'un périmètre unilinéaire, ou, en d'autres termes, d'une circonférence. Ces 2 classes, par conséquent, ne trouvaient aucune portée à l'axiome sur la distinction des côtés qui impliquait la distinction des couleurs. Et alors que tous les autres avaient succombé aux attraits de la décoration corporelle, seules les femmes et les prêtres gardaient leur pureté originelle et demeuraient inaccessibles à la pollution de la peinture. Immorale, licencieuse, anarchique, anti-scientifique, quelles que soient les épithètes dont on veuille l'affubler, cette époque ancienne de la révolte des couleurs n'en fut pas moins, d'un point de vue esthétique, l'enfance glorieuse de l'art à Flatland. Enfance qui, hélas, ne déboucha jamais sur la maturité de l'âge adulte et ne connut même pas le printemps de la jeunesse. En ces temps-là, vivre était un délice en soi, car vivre, c'était voir. Toute assemblée, même réduite, réjouissait le regard. On prétend que, plus d'une fois, au temple ou au théâtre, les couleurs somptueuses et variées de l'assistance donnèrent des distractions à nos prédicateurs et à nos comédiens les plus réputés. Mais le spectacle le plus enchanteur de tous, c'était, dit-on, la magnificence indicible d'une revue militaire. 20 000 isocèles rangés en ligne de bataille, qui brusquement faisaient volte-face et montraient, après le brun foncé de leur base, l'orange et le pourpre de leurs 2 côtés. L'angle aigu compris, la milice des triangles équilatéraux, peints en 3 couleurs, rouge, blanc et bleu, le mauve, l'outre-mer, le jaune safran et la terre des siennes des artilleurs carrés, qui pivotaient rapidement près de leurs canons vermillons. Les taches de couleur des pentagones et des hexagones, aux teintes quintuples et sextuples, qui couraient d'un bout à l'autre du champ de la manœuvre pour accomplir leurs fonctions de chirurgien, de géomètre ou d'aide de camp. Il y avait bien là de quoi rendre plausible la fameuse histoire de cet illustre cercle qui, ému jusqu'aux larmes par la beauté des formes soumises à son commandement, jeta son bâton de maréchal et sa couronne royale en s'écriant qu'il les échangeait désormais contre le pinceau de l'artiste. Le langage et le vocabulaire de cette période donnent eux-mêmes une idée de la splendeur à laquelle dut atteindre le développement des sens. Il semble qu'au temps de la révolte des couleurs, les expressions les plus quotidiennes des plus simples citoyens aient été imprégnées d'une richesse qu'ils témoignaient d'une nuance plus généreuse des termes et de la pensée. Et, de nos jours encore, c'est à cette époque que nous devons
ce que notre poésie a de plus beau, ainsi que les rares vestiges de rythme qui subsistent dans notre langage moderne, plus scientifique. Chapitre 9. Du projet de décret instituant l'usage universel de la couleur. Mais pendant ce temps, les arts intellectuels déclinaient rapidement. On ne pratiquait plus l'art de la connaissance visuelle dont la nécessité ne se faisait plus sentir. L'étude de la géométrie, statique ou cinétique, fut bientôt considérée comme superflue, et nos universitaires eux-mêmes en vinrent à la mépriser, puis à la négliger totalement. L'art inférieur du toucher connut très vite un sort identique dans nos écoles élémentaires. Alors, les classes isocèles, arguant que les spécimens ne servaient plus de rien et que nul n'en faisait plus usage, refusèrent de payer le tribut habituellement levé sur les criminels par les services de l'éducation. Se sentant allégés de l'antique fardeau qui présentait jadis le double avantage de dompter leur nature brutale et de réduire leur prolifération excessive, elles devinrent chaque jour plus nombreuses et plus insolentes. Les soldats et les artisans affirmèrent avec une véhémence de plus en plus grande, et non sans raison, qu'il n'existait presque plus de différence entre eux et les polygones des classes les plus élevées, puisqu'ils se trouvaient à présent à égalité avec ces derniers, étant à même de résoudre toutes les difficultés et tous les problèmes de la vie, statique ou cinétique, par la méthode très simple de la connaissance par la couleur. Non contents de cet abandon, dans lequel la connaissance visuelle tombait d'elle-même, ils réclamèrent avec audace l'interdiction légale de tous les arts exclusifs et aristocratiques. Et, par voie de conséquence, l'abolition de tous les avantages financiers destinés à encourager l'étude de la connaissance visuelle, des mathématiques et du toucher. Ils allèrent bientôt encore plus loin en déclarant que la couleur, qui était une seconde nature, ayant rendu inutiles les distinctions aristocratiques, la loi devait agir dans le même sens et reconnaître désormais à tous les individus, à toutes les classes, des droits absolument égaux. Trouvant les ordres supérieurs hésitants et indécis, les chefs de la Révolution poussèrent encore plus loin leurs exigences et voulurent que toutes les classes, sans excepter les prêtres et les femmes, rendissent hommage à la couleur en acceptant de se faire peindre. Comme on leur objectait que les prêtres et les femmes n'avaient pas de côté, ils rétorquèrent que les lois de la nature et les nécessités de la vie s'entendaient à décréter que la moitié antérieure de tous les êtres humains, c'est-à-dire celle qui contenait l'œil et la bouche, devait être rendue distincte de la moitié postérieure. Ils introduisirent donc devant une assemblée générale et extraordinaire de tous les États de Flatland un projet de loi proposant que chez toutes les femmes la moitié qui contenait l'œil et la bouche fût peinte en rouge et l'autre moitié en vert. Les prêtres devaient subir le même sort. On appliquerait du rouge au demi-cercle dont l'œil et la bouche formaient le point médian, on colorerait l'autre en vert. Elle ne manquait pas de ruse, cette proposition, qui émanait en fait non point d'un isocèle, car aucun être aussi peu évolué n'aurait eu l'angularité suffisante pour l'apprécier, encore moins pour concevoir une telle merveille de stratagème politique, mais d'un cercle irrégulier, qu'au lieu de détruire dès l'enfance, on a eu la folle clémence de laisser survivre, pour qu'il semât un jour la désolation dans son pays et qu'il entraîna à la mort des milliers de disciples. D'une part, ce projet de loi avait pour but de gagner les femmes de toutes classes à l'innovation chromatique. Car en leur assignant les mêmes couleurs qu'aux prêtres, les révolutionnaires faisaient en sorte que dans certaines positions, n'importe quelle femme pût passer pour un prêtre et se voir traitée avec la déférence et le respect correspondants.
perspective qu'il ne pouvait manquer de séduire massivement le sexe féminin. Mais certains de mes lecteurs ne saisissent peut-être pas comment, au terme de la nouvelle législation, les prêtres et les femmes pouvaient revêtir une apparence identique. Il suffira d'une brève explication pour leur en faire comprendre. Imaginez une femme colorée selon le nouveau code de moitié antérieure, celle qui contient l'œil et la bouche étant peinte en rouge et la moitié postérieure en vert. Regardez-la de côté. Vous verrez bien entendu une ligne droite, moitié rouge, moitié verte. Imaginez à présent un prêtre dont la bouche est représentée par le point M et dont le demi-cercle antérieur AMB est coloré par conséquent en rouge. Alors que son demi-cercle postérieur est vert, le diamètre AB sépare le vert du rouge. Si vous vous placez pour contempler ce grand homme dans une position telle que votre œil soit dans le prolongement de son diamètre AB, vous verrez une ligne droite, CBD, dont une moitié CB sera rouge et l'autre BD sera verte. La ligne entière CD sera peut-être un peu plus courte que celle d'une femme adulte et s'estompera plus rapidement vers les extrémités. Mais au premier coup d'œil, l'identité des couleurs vous fera conclure à l'identité de la classe en vous faisant négliger les autres détails. Pensez au déclin de la connaissance visuelle qui menaçait la société à l'époque de la révolte des couleurs. Ajoutez à cela que les femmes auraient sans doute rapidement appris à estomper leur extrémité pour imiter les cercles, et vous comprendrez facilement, mon cher lecteur, avec quelle facilité le projet de loi sur les couleurs nous aurait fait courir le risque de confondre un prêtre et une jeune femme. On imagine facilement l'attrait de cette perspective pour le sexe faible. Les femmes se faisaient à l'avance une joie des désordres qui s'ensuivraient. Chez elles pourraient surprendre des secrets ecclésiastiques et politiques destinés non point à elles, mais à leur époux et à leurs frères, ou même donner des ordres en usurpant l'identité d'un cercle sacré. Dehors, la juxtaposition du rouge et du vert, frappant pour les yeux, aurait certainement pour effet d'induire maintes fois en erreur les gens du commun, et les femmes y gagneraient en déférence auprès des passants ce que les prêtres y perdraient. Quant au scandale qui atteindrait la classe circulaire, si la conduite frivole et malséante des femmes lui était imputée, et à la subversion à laquelle notre constitution serait ainsi exposée, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le sexe faible y accordât la moindre pensée. Même dans les familles circulaires, les femmes se prononçaient toutes en faveur de ce projet de loi sur la couleur. Le second objectif de cette proposition était de parvenir graduellement à démoraliser les cercles eux-mêmes. Au milieu de la décadence intellectuelle générale, ils conservaient encore leur pureté d'antan et leur puissance de compréhension. Familiarisés dès leur plus tendre enfance, dans leur manoir circulaire, avec l'absence totale de couleurs, seuls les nobles percevaient l'art sacré de la connaissance visuelle, avec tous les avantages que donne cet admirable entraînement de l'intellect. Ainsi, jusqu'à l'introduction de ce projet de loi, les cercles avaient-ils non seulement tenu bon, mais encore pris un ascendant supplémentaire sur les autres classes en s'abstenant de céder à la mode populaire. Donc, l'artificieux irrégulier que je décrivais plus haut, comme étant le véritable auteur de ce projet diabolique, résolu de miner la dignité de la hiérarchie en obligeant les nobles à se soumettre à la pollution de la couleur, et du même coup de détruire toutes les possibilités d'entraînement à l'art de la connaissance visuelle qu'ils trouvaient encore chez eux, afin d'affaiblir leur intellect en les privant de ce milieu pur et sans couleur dans lequel ils vivaient.
Une fois effleurés par la souillure chromatique, enfants et parents se contamineraient les uns les autres. Le seul problème qui se poserait à la jeune intelligence du petit cerf consisterait à distinguer son père de sa mère. Et encore, les impostures maternelles viendraient-elles trop souvent à déformer les données, ce qui aurait pour effet d'ébranler la confiance de l'enfant dans toutes les conclusions logiques. Ainsi, le lustre intellectuel de l'ordre ecclésiastique se ternirait par degrés, et ce serait la première étape sur la route désormais ouverte qui mènerait à la destruction totale de la législature aristocratique et à la subversion de nos classes privilégiées.